Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast préféré au monde de l'univers, Iconoclast Podcast, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Mage, bonjour Mage. Bonjour. Parle encore moins fort s'il te plaît. Je voudrais pas les brusquer. Alors d'accord. du coup je vous explique, si ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de podcast, c'est justement parce que Victor il fait ça. Non, c'est Il pas vrai. parle Elle mal dans son ment, micro, elle ment. donc moi ensuite je peux pas faire mon montage correctement, donc je pète les plombs, on arrête les podcasts. D'accord, Donc- bonjour Elena. Mais comment elle ment? Bonjour, C'est de la elle- diffamation, madame. Bah Bonjour. c'était bien parti pour qu'on revienne encore dans 3 mois. Oh, waouh. Ah waouh. Bonjour Elena, troisième Bonjour. fois. Tu dis bonjour aux gens. C'est- Non, d'abord j'explique à Victor Pauvre Elena, dès qu'on lui les demande choses. de régler les voix. Ça fait 3 mois qu'on s'est pas retrouvé autour d'un podcast, il commence Oui, direct. bah, excuse-moi de vouloir recommencer sur des bonnes bases. Des bonnes bases. Des bonnes bases. Oui. Bah écoute, c'est toi qui vas monter le prochain podcast. On va Bah, y a voir. pas de problème, y a pas de problème. Et tu sais quoi? Tu m'entendras pas une seule fois. Je dirais juste, Oui. c'est fini. Oui, d'accord, ok. Oui, bon, effectivement, ça fait peut-être 3 mois que nous n'avons pas fait de podcast. Je tiens à vous présenter mes excuses. Je suis profondément désolé. C'est une responsabilité que je vais prendre, même si elle est relativement partagée, parce que ça a été très compliqué ces derniers mois pour nous. Non, c'est Victor. Pour des raisons très On vient de le personnelles. dire. Pour des raisons très personnelles, hein, déjà. On aurait peut-être dû l'annoncer, mais on a été pris de court. On pensait pouvoir le faire, mais voilà. Il y a les beaux-parents qui sont venus. Voilà, je vous ouvre. On va s'ouvrir un Waouh. petit peu. Ouvrons notre cœur. Ouvrons un petit peu de. Attends, je prends un parlons de couteau. nous. Comme vous le savez, moi, Waouh. je suis marié avec Elena. Ah bon? Oui. Bonjour Oui, je Elena. confirme. Ah, ça explique des trucs. Je suis marié. Mais et peut-être un truc que vous ne savez pas, Ah oui. c'est que je suis aussi marié avec Victor. Non. C'est pas vrai. Ça, Je ça, ne vous le l'aviez. confirme pas. Vous l'aviez pas vu venir. Hein. Non, mais Elena a une sœur et Victor est marié avec cette sœur. Exactement. Et nous avons les beaux-parents, donc les parents d'Elena, qui sont venus pendant 2 mois. Comme vous le savez peut-être, mais Elena est russe. Ils viennent de Russie, ils sont restés longtemps, donc 2 mois et demi de présence des beaux-parents, ça reste compliqué. 2 mois qui se transforment en 2 mois et demi. 6 mois de présence des beaux-parents, c'est compliqué à gérer. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ma vie avec Victor, qui du coup est le beau-frère d'Elena? Oui. C'est que Oh. c'est aussi ses beaux-parents Oui. à lui. Donc, je ne pouvais pas les fuir non plus. Tu vois, C'est un complot. Il y a eu un malus généralisé. Voilà, et c'est compliqué, ce qui veut dire que du coup, on a été littéralement bloqués tous les 3 avec des beaux-parents qui pouvaient spawn à n'importe quel moment. Oui, d'un parce que côté comme de quand l'autre, ils étaient pas chez nous, ils étaient chez lui. Oui. Bah déjà, ils étaient tout le temps chez vous parce qu'ils dormaient chez vous. Mais c'est vrai que de temps en temps, ils spawnaient chez moi. Et donc c'était... Oui, bon, c'était... Attaque surprise. C'était pas le meilleur des moods pour pouvoir faire des podcasts. Disons que potentiellement vous auriez eu des phrases en russe qui sont balancées de Avec- manière aléatoire. avec très peu de considération avec ce qu'on fait, tu vois, genre... Mais voilà. Bon, on aurait pu se débrouiller. Oui, très largement. clairement, on aurait très bien pu aménager des moments où on allait l'enregistrer. Je vais pas non plus totalement me soustraire à ça. On aurait pu les mettre dehors une fois toutes les 2 semaines pour 3 heures, sans clé. Sans- Ah oui, carrément, les enfermer dehors. Oui, bah... Mais c'était pas le meilleur des moods, ça a été très compliqué à organiser de notre côté, surtout qu'on avait énormément de boulot à faire, parce que ça c'est l'autre versant aussi, c'est que on croule sous le travail depuis maintenant 3 mois, ça devient de plus en plus compliqué de tenir nos délais à nous en termes de production de vidéos, puis en plus de ça, c'est un peu compliqué sur la chaîne Iconoclast en ce moment. En termes de vues, on a eu pas mal de petits problèmes, on a eu pas mal de déceptions. Je crois que la plus grosse claque qu'on a pris ever vis-à-vis de la chaîne Iconoclast, elle était justement il y a 3 mois avec le fait qu'on pensait que la vidéo sur les trains aurait un peu plus... Non mais voilà, La vieille cicatrice, je la gratte. ça fait mal. Oui, oui, mais bon, c'est... Vraiment, on a rarement autant mis de nous dans une vidéo, et puis ça a été retour très 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 timide, si on veut rester poli. Et Je on pense a- que vous en avez entendu parler par-ci par-là sur d'autres chaînes, mais globalement c'est assez général pour YouTube actuel. Donc beaucoup de chaînes sont touchées, beaucoup de Non, pour créateurs sont touchés. les mid-chaînes, surtout. Hein.
Bah voilà, mais c'est tout le monde est plus ou moins touché. Nous on a combattu comme on pouvait pendant longtemps. Donc En on a doublant le réussi rythme. à esquiver et à tout faire, tout ce qui était possible. Mais on l'a bien senti depuis cet automne que ça devenait de plus en plus difficile. Et je crois que on a été frappé en plein Je fouet pense dès le que c'est début un tout. d'hiver quoi. Je pense que c'est Aussi. un tout. Je pense que c'est un tout. Je pense que effectivement, il y a dû avoir une mise en avant de très petites chaînes sur YouTube au détriment des moyennes. Je pense que c'est difficile de le nier aujourd'hui parce que littéralement, je vous jure qu'on s'est battu sur tous les fronts pour pouvoir maintenir et essayer d'intéresser le public. Mais je pense qu'à côté, effectivement, on n'a pas fait les meilleures vidéos du monde. Je pense que notre fatigue généralisée, elle a commencé à se faire ressentir auprès du public. Et tu rajoutes à ça la composante que je pense que de manière globale, le jeu vidéo intéresse de moins en moins les gens. Je pense que on a notre public de vieux, voilà, mais que les jeunes ne s'intéressent pas du tout aux jeux vidéo Les phrases de conventionnels. fou. Non, mais les Oui, jeunes, je sais, non, mais c'est juste la phrase prise toute seule, elle est folle. la Gen Alpha qui arrive, et la fin de Gen Z, etc., c'est un truc qui ne les intéresse plus du tout. Pas c'est comme, ou pas pas sous comme cette avant forme. en tout cas. Oui. Pas sous cette forme en tout cas, et bah on l'a vu, hein, je pense que nous on subit aussi un petit peu le marché du jeu vidéo qui se transforme, Oui, on en a parlé dans la dernière vidéo, effectivement. qui avec cette guerre de l'attention, je pense qu'on est en train de, globalement, pour le YouTube gaming, on se heurte au fait que le jeu vidéo subit une transformation et que notre manière d'aborder le sujet jeu vidéo, de parler de jeu vidéo de manière très traditionnelle, c'est quelque chose qui intéresse de moins en moins les gens. Oui, parce que vous ne sauriez pas, actuellement, le jeu vidéo est classé pas dans la guerre des consoles, mais dans la guerre de l'attention. Donc c'est-à-dire que ça a été étudié, hein, c'est un constat. Hein, mais les gens n'ont plus de temps pour tout. Et aujourd'hui, tout le monde, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les plateformes en tout genre, comme YouTube, TikTok, etc., de streaming. tout le monde essaie de vous capter un maximum de temps, le plus longtemps possible. Et donc finalement, même pour les jeux vidéo, il y a ce truc ils veulent vous tenir le plus longtemps possible, et les jeux vidéo perdent cette guerre. Hein. On est dans ce problème-là comme il y avait un moment. Les gens ne lisent plus. Voilà, les gens ne jouent plus. Oui, mais du coup, nous, on est un peu les fesses entre deux chaises, parce que si les gens ne jouent plus au type de jeu que nous, on est, et qu'en plus, ils sont aussi sur l'attention war de regarder les vidéos, je pense qu'effectivement, il y a un changement qui est très fort, et qu'on le ressent de plus en plus aujourd'hui. Finalement, le fait qu'il y ait des baisses de vues généralisées dans le YouTube gaming, ça soit pas tant un changement algorithmique YouTube qu'un changement profond et rapide dans lequel, en fait, finalement, YouTube ne fait que... Ça n'est que la conclusion. Enfin, c'est dans le sillage de modifications profondes de la thématique jeux vidéo. Je pense que c'est quelque chose qui redevient niche. Je pense qu'on peut assumer qu'on est dans une tendance niche du jeu vidéo. Ouais. Je pense que si avant on pouvait parler de oui, il y a tel segment de jeux vidéo qui sont niche pour le public, maintenant effectivement peut-être que le jeu vidéo, tant qu'il n'est pas uniquement extrêmement large public, et peut-être que tant qu'il n'est pas uniquement le fameux jeu qui est plus destiné aux plus jeunes communautaires, ce genre de choses, ce jeu-là devient niche aussi. Pas autant que genre le jeu rétro, mais ça devient un petit peu niche. Et du coup, nous, par principe, avec notre côté de créativité sur YouTube, on rentre entièrement dans cette niche. Donc on quitte les projecteurs, quoi. Et c'est pas grave, hein, ça veut dire qu'il faut qu'on opère des transformations peut-être un peu plus profondes que ça. Le storytelling, ça fonctionne toujours relativement bien. Hein. Les derniers gros succès de la chaîne, c'est Foxhole, par exemple, quand on a parlé de la mise à jour de Foxhole. Je crois qu'on peut mettre dans cette catégorie aussi tout ce qui va être la chute de Fortnite, parce que forcément, Fortnite, c'est des trucs qui titillent un petit peu encore le grand public restant. Sur le piratage aussi, qui a plutôt bien fonctionné. Mais c'est vrai que le reste, dès qu'on traite de jeux vidéo un peu plus conventionnels ou de manière plus vulgaire, de normie, pas normie, mais... Ouais, du coup, ça devient vraiment extrêmement niche. Là, tout de suite, on se bute à peut-être un plafond de verre qui est de plus en plus bas. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, les joueurs Fortnite, on peut maintenant les considérer aussi comme des vieux joueurs, parce que Fortnite, elle est sortie quelle année ? Wow. Un petit moment. Hein. Alors, ça dépend de laquelle version. La version. Oui, mais quand il est devenu populaire, on est sur 2017 à peu près.
Mais donc ça va faire 10 ans, c'est un jeu de vieux Fortnite. Les ados de l'époque, maintenant, ils sont sur le marché du travail. Bah oui. Ouais, ça a bientôt 10 ans Fortnite. On dirait pas comme ça, hein, mais ça a bientôt 10 ans. Non, mais vous vous rendez compte ? 10 ans sur le marché du jeu vidéo, c'est beaucoup. Voilà. Donc, donc je pense qu'il faut être lucide sur ces modifications-là. C'est pas dramatique. Hein, je pense pas, mais je pense qu'il faut garder en tête ça. Après, tu le vois, hein, de toute manière, les grandes pontes du jeu vidéo français aujourd'hui, ils font plus de jeux vidéo non plus. Hein. Oui. Tu regardes des Squeezie, tu regardes des streamers, les streamers ils jouent plus quasiment, ils font que parler. Et des Squeezie, etc. Maintenant, ils préfèrent lancer des produits alimentaires plutôt que. Squeezie, ça fait longtemps qu'il a drop le jeu vidéo. Qu'il a drop le jeu vidéo, ça fait des années. Hein. Il est passé sur Reddit et là maintenant il est sur les formats télévisés carrément. Donc, je pense que il a senti le vent tourner il y a très longtemps parce que c'est quelqu'un qui avait quand même un panel vachement plus large de statistiques, sûrement de conseils, etc. Et effectivement, il y a un truc, et je ne veux pas dire qu'on aurait pu le voir venir il y a 2-3 ans, mais c'est un changement qui s'opère et on va devoir jouer avec. Parce que maintenant, les plus gros influx gamers qui restent, c'est des mecs qui sont très gros. Mais proportionnellement à l'un des youtubeurs les plus importants de France, comme Squeezie ou comme ça, moi je pense à Chechouné, tu vois, qui reste. Pour moi, c'est un des plus gros Chechouné, influx, c'est même peut-être le plus gros influx jeu vidéo. Cyril MP4. Et ça n'est mettez de très très grosses guillemets. Ça n'est qu'un youtubeur à 1,240 000 abonnés. Mettez des grosses guillemets. Non, mais 1,240 000, 1 million. D'abonnés comparé à 10 ou 16 millions. Voilà, par rapport à des 5, 6, etc. C'est quand même une force de frappe de moindre envergure. Je crois que tu as Saven aussi, qui fait partie en termes de volume de vues, qui aujourd'hui est un des plus gros. Là, pareil, hein, ça reste une chaîne quand même à l'impact global par rapport au reste du YouTube francophone. Le jeu vidéo, je trouve que ça a pris un impact moindre. Même nous, fondamentalement, si tu regardes juste sur les abonnés, on fait partie des plus gros aujourd'hui. Et on s'est retrouvé au front des difficultés. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est du storytelling ou Twitch. Éventuellement. Et encore, Twitch, je trouve que c'est un peu en perte de vitesse. Sinon, des trucs légers façon divertissement, quoi. Mais divertissement, pas forcément divertissement, mais des vidéos qui parlent de jeux vidéo, mais de façon extrêmement légère. Et le problème qu'on rencontre, c'est que nous, on en a fait des vidéos storytelling, mais c'est pas des trucs qu'on apprécie forcément faire ou regarder de manière générale, quoi. On peut pas faire ça tout le temps. On aime bien les faire, mais c'est juste, on peut pas les faire tout le temps, parce que je vous rappelle qu'on a une cadence de 1 vidéo par semaine, et voire 2, parce que forcément, là, on se débat, hein. Mais si vous comparez, on est ceux qui ont une cadence de sortie les plus élevées dans ce domaine aussi. Hein. Ouais. On peut la cadence de sortie, elle a augmenté, mais tout ce que j'ai fait finalement, c'est d'arrêter Singe Pourpre pour foutre les contenus que je foutais sur Singe Pourpre pour les mettre sur Iconoclast. Oui. C'est un peu le changement qui s'est opéré. Voilà. Entre-temps sur la chaîne aussi, vous avez des tests comme Pokémon Pocopia qui sont arrivés. Vous avez de la tentative de bidouille aussi qui sont arrivés, comme moi qui parle de CRT. Qui fait ta Steam Machine. Qui fait des Steam Machines. C'est des choses que finalement n'a jamais été aussi rentable qu'aujourd'hui au vu des changements de prix. Mais oui, non, il y a une fusion qui se fait parce que il faut s'adapter, hein, et je crois que la dispersion c'est de plus en plus compliqué, hein, à cette époque, surtout pour le jeu vidéo. C'est plus. Disons que si vraiment je voulais créer une nouvelle chaîne aujourd'hui, ce qui n'est pas impossible, hein, il faudrait que ce soit radicalement autre chose. Il faudrait pas que ce soit du jeu vidéo. Genre Briconoclast. Ouais, mais alors là aussi. Désolé. Ça, c'est un autre débat. Je sais, que j'ai vu des commentaires de gens qui disaient c'est vrai. Elle est quand la prochaine vidéo, les gars? Écoute, voilà. Ça c'est un autre problème, et je vous ai déjà assez donné de ma vie privée, je vais pas non plus m'étendre sur le problème général, c'est-à-dire que j'ai du contenu pour 6 mois à venir là normalement, mais j'ai pas le temps. C'est moi qui fais les montages, je dois tout faire, donc je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent dans les podcasts, qui regardent aussi les vidéos. Je suis vraiment désolée, mais j'arrive pas à trouver du temps, ou en tout cas quand je trouve, c'est si lent que ça avance pas, quoi. Et là en plus on est en train d'allouer du temps au podcast, en sachant que c'est toi qui les montes. Mais là le podcast il est trop demandé, il fallait qu'il revienne, hein. On allait avoir des problèmes, hein. Ouais. Je voyais des gens rôder de temps en temps. Disons que là, j'ai la prochaine vidéo Briconoclast, elle est en préparatif depuis la sortie de la dernière qui est sortie. Ouais. Et la vidéo, elle est à moitié faite, quoi, à peu près. Ok, écoutez, on surveillera ça avec. J'espère un jour. Parce que là, pour te dire, je réfléchis même, est-ce que j'arrête les vidéos longues et je passe uniquement, par exemple, sur Instagram, TikTok,
Peut-être que ce sera plus facile et plus gérable pour moi, mais c'est sûr que ça change complètement le format et ça ne donne pas autant de... Enfin, ça permet pas de raconter des choses avec autant de détails et de précision, quoi. C'est sûr. Mais alors du coup, après cette parenthèse très personnelle... non, c'est du taf. Moi, j'aime bien ces vidéos bricoloclates. Non, mais je sais, mais par personnel, on a expliqué pourquoi on n'était pas là. Oui. Tu vois, finalement, il y a beaucoup... Vous avez appris des trucs pour certains, je pense. Et vous depuis ce temps, en commentaire. comment ça va ? Comment vous avez vécu cette période-là de jeux vidéo ? Est-ce que vous avez, je sais pas, essayé de nouveaux jeux ? Est-ce que vous avez vu quelque chose d'intéressant ? Des réflexions sur le YouTube gaming, peut-être ? T'es en train de faire de partager. l'engagement bait, là ? Quoi ? Direct. Ça fait même pas 20 minutes qu'on est de retour, tu leur fais de l'engagement bait. Non, c'est pas du bait. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir. Ça se trouve, ils ont des pistes que nous, on n'a pas vues. Oui. Hein, c'est important. Je te vanne. Mais des pistes, oui. Après, bon, nous, on a déjà des pistes, je trouve, qui sont quand même relativement pertinentes dans la mesure où le travail introspectif, on le fait très régulièrement. C'est-à-dire que les changements algorithmiques, c'est toujours la dernière des solutions. Tout à fait. Donc bon. Oui, on a tendance à plutôt se dire qu'est-ce qu'on rate nous plutôt que est-ce que l'algorithme nous punit, tu vois. Je crois qu'il faut absolument qu'on garde le podcast, peu importe de la quantité de taf qu'on a, parce que pendant qu'on fait les podcasts, on réfléchit un petit peu plus et on arrive à se détacher justement des statistiques, des chiffres et de création directe de contenu et on arrive à prendre un petit peu de recul. Parlant de podcast, pareil, il y avait aussi de mon côté essentiellement une sorte de lassitude à entretenir ce podcast, mais surtout lié à l'actualité, parce que l'actualité, je vais être cru, hein, mais ça m'emmerde. J'en fais déjà beaucoup avec les shorts. Maintenant, on la réfléchit. C'est tout le temps quelque chose qui est dans notre, dans nos réflexions régulières, et de devoir segmenter toute une partie du podcast sur de l'actualité. À décrire sans forcément pouvoir passer du temps à réfléchir sur les implications, etc. C'est quelque chose qui a commencé à m'ennuyer, là où finalement moi tout ce que j'aime c'est parler de jeux vidéo sur la section à quoi on joue. Des expériences, ouais. Et où beaucoup de gens ont fait cette réflexion, hein, que c'était la partie préférée qui revenait souvent. Et en plus, l'actualité des jeux vidéo actuellement, elle est tellement désagréable. Il y a que des problèmes. Guerre de l'attention, problème de l'industrie. Mais voilà, donc du coup, c'est le nouveau format de podcast. Ouais, on va juste sucrer là-dessus. Hein. Alors, on parlera de temps en temps s'il y a un truc énorme, forcément. Là, le State of Play. Là, il y a un State of Play, forcément, il va remonter. On va peut-être essayer de garder les actus qui sont un petit peu plus liés aux jeux vidéo en lui-même, quoi. Au lieu de parler des investisseurs et des millions de dollars perdus ou des milliers de personnes licenciées. Oui, ça me gonfle. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu veux, ça tourne en rond, c'est bon, on a compris. J'en ai marre d'être un doomer. Donc aujourd'hui on va parler de State of Play. Ça m'empêchera pas pour le State of Play d'avoir un avis relativement tranché, pour la bonne et simple raison que je suis pas attendu, je suis pas resté jusqu'à 23h pour le regarder. Ah, il y a t'attaque direct. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu après, j'ai regardé les trailers qu'il y avait là-dedans et je regrette rien parce que ça avait l'air d'être un peu merdique ou au moins mid. Je sais pas, à ton avis, Victor Le problème, c'est que je l'ai pas regardé non plus. Parlons-en. Non, mais pour moi, c'est un peu symbolique de ce truc. C'est que même nous, qui sommes finalement... Et on a la chance, je me rends compte tous les jours... On est censé le faire. Voilà, on a la chance d'être en première ligne, de pouvoir partager tout ça. Et même là, ça n'a pas été intéressant. Alors moi, j'ai creusé un peu pour savoir pourquoi ça n'a pas été intéressant. C'est que déjà... Bon, Insomniac Games, leurs jeux, ils sont leaks sur les 10 prochaines années. Donc, je suis désolé, mais je vois pas pourquoi je veillerais pour un truc dont je sais très bien ce qu'il va y avoir, à moins d'être vraiment impliqué. Il y aura Wolverine. Voilà, mais Wolverine, on le voit venir, il a leaké de partout. Ça me donne envie, j'y jouerai, je le sais. Mais je n'ai pas cette accroche. Et globalement, je doutais pertinemment qu'il allait rien avoir d'exceptionnel. Il y a des gens qui ont essayé un peu de copium, de se dire, il va y avoir le trailer de GTA 6. Parce que c'est vrai que Rockstar... et PlayStation entretiennent une relation assez unique pour cette génération. Spoiler, il n'est pas arrivé. Sinon, on parlerait de ça directement. Et ouais, globalement, moi, le seul ressenti que j'ai, c'est que j'y avais aucune attente. Comme d'habitude, j'en avais moins que d'habitude, en fait, des attentes. Et j'ai bien fait parce que, bon, à part quelques trucs intéressants, parce que là, j'ai vu, moi, bon, forcément, ils m'ont tapé dessus avec The Lost Wild. Un jeu dans un monde avec des dinosaures, ou un peu un jeu d'horreur qui a les dinosaures, c'est un peu ton truc. Ah oui, les dinosaures, c'est un peu mon truc. Donc c'était l'après-coup assez sympa, mais dans l'ensemble, c'était la plupart des jeux, on savait
On savait, ça avait déjà été annoncé. On n'avait pas de surprise. Il y a eu le God of War, le prochain God of War qui a été annoncé, mais enfin, génial. Le studio de God of War fait encore du God of War. J'adore l'actrice. J'adore l'actrice aussi, mais encore du God of War. On peut pas faire une petite pause. Vous n'allez pas faire autre chose de vos 10 doigts. Enfin, Et en plus, on doit se taper, parce que c'est l'équivalent du 11 septembre pour toute la team misogyne Internet. Alors la misogynie sur Internet, on sait que ça existe, mais purée, c'est-à-dire que déjà le jeu, j'aimerais autre chose que de God of War. Ça a l'air d'être du God of War, génial. Mais en plus, on doit se taper toute la team en colère sur Internet qui s'amuse à faire team God of War machine à laver. Ça me fatigue. Il y a de l'IA en plus maintenant, donc carrément, ils peuvent faire des faux extraits de gameplay. Émotionnellement, c'est dur de ça. Déjà, je suis moyen hype par le jeu. Plus ça va, plus je comprends pourquoi est-ce que Nintendo ne fait pas Nintendo Direct en ce moment, ou en tout cas temporise pour que chaque Nintendo Direct, je pense, ils essayent d'en faire un truc qui soit imbloquable, tu vois. Et c'est pour ça, je pense qu'on en a pas eu depuis un petit moment. C'est parce que tu te rends compte que des set of play comme ça, si c'est pour nous montrer beaucoup de jeux d'éditeurs tiers que finalement on connaît déjà, et qui de base me hype, moi ça me hype pas du tout. Je veux dire, plus ça va, plus je suis déconnecté du AAA moyen. Ouais, c'est aussi la réflexion qu'on se faisait dans la dernière vidéo. C'est très compliqué de s'attacher au AAA moyen parce qu'ils ont du mal à se trouver. Ils ont du mal à s'aligner et ils ont du mal à finalement s'accrocher à leur corps communauté. C'est basique as fuck. C'est incroyable. Genre, Tomb Raider Legacy of Atlantis, je fais... Ouais, génial, remake. c'est trop pas bien. le deuxième remake de Tomb Raider. Ok. Non, mais c'est génial pour les fans de Tomb Raider. On aime Tomb Raider aussi, mais... La petite étincelle de nouveauté. Y a zéro, c'est vraiment McDo là. Même pas. Je suis pas McDo, c'est pas gentil. Non, parce que McDo, ça fait plaisir de temps en temps. T'es pas gentil pour McDo. Juste, je croyais que t'étais pas gentil. Oui, il y a ce côté, on vous jette. On vous jette des trucs, allez-y. Oui, voilà, ça fait. Tu sais, dans les films science-fiction, là, dans les vaisseaux, c'est le gruau. Tu veux ton gruau, tac, paf. Ouais. Il y a une étincelle qui est en train de fléchir. Il y a la valeur du jeu vidéo qui, fondamentalement, a baissé. Et tu vois, je suis pas d'accord de s'attarder à ce point sur le prix des jeux. Par contre, quand tu vois à quel point la valeur finale d'un produit est à ce point décorrélée de son prix, je pense qu'il y a matière à réflexion. Parce que je trouve, 70 balles pour un truc... sans ambition, sans étincelle, sans envie de faire plus que juste la médiane du jeu vidéo basique. Très ressemblant à ce qui s'est déjà fait. Voilà, ce que je trouve que c'est abusé. Vous voulez faire du fast-food ou on meuble le terrain sur du jeu vidéo, mais faites-le, pas de problème. Par contre, n'en attendez pas plus que moi, je veux que ça finira dans le Game Pass. Point. Ouais, voilà. D'accord, go Game Pass dans ce cas-là, les gars, pas de problème. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, j'ai du mal à parce que c'est des sensations. Alors, je sais pas si c'est déjà arrivé. Je sais qu'on a un éventail de joueurs et d'âges très différents. Il y a eu beaucoup de commentaires qui parlaient de l'époque du premier Crash. Mais moi, c'est la première fois que je ressens cette genre de déconnexion. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Mais c'est assez frustrant de le vivre comme ça à la chaîne et surtout de voir que ça s'améliore pas, quoi. Il reste sur cette ligne éditoriale et le pire c'est que ça ne marche pas. Il s'enfonce, il s'accroche et c'est terrible. C'est terrible. Me dire que sur cette génération de PlayStation 5, on a eu 3 God of War, un Ragnarok qui personnellement, mais j'ai tellement soufflé sur Ragnarok que j'ai peut-être provoqué une tempête. Oui. Voir qu'il y a eu le Son of Sparta, mais il était tellement aux F tiers, même si bon c'est cool, ils ont pris des risques, mais même sur des projets de moindre envergure, ils sont incapables d'avoir une petite étincelle, tu vois, c'est très... Oui, c'est la jeunesse de Kratos. Quoi. On vous parle en tant que non-fan de God of War. Et j'aurais des trucs à dire après encore, parce que je vous ai pas parlé de Saros et de ma déception vis-à-vis de Saros. On en parlera dans un petit peu après. Mais là, pareil, ça l'a fait. Mais j'en ai rien à foutre. C'est très bien que ce soit une héroïne, c'est très bien que ce soit la femme de Kratos, mais... J'ai un avis sur les préquels de manière générale et il est pas très positif. J'en prends plus aux préquels, oui. Oui, voilà. Et en plus de God of War, on me dit oui, on a fait un truc très proche de Devil May Cry. Je fais
Ben, je vais attendre Devil May Cry 6, ça va me hyper un peu plus, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, franchement, puis Wolverine. Déjà que Spider-Man 2 m'avait fortement cassé les couilles, mais là, Wolverine, les gars, mais ça a l'air si mid. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à me mettre dans le même mindset des gens qui sont hypés par Wolverine. Moi, en vrai, je suis curieux. Enfin, je sais vraiment sans aucune malveillance ou c'est une vraie question parce que là, j'ai vu. Qu'est-ce qui vous chauffe dans Wolverine en fait ? À part le fait que ce soit Wolverine. Ouais, mais je veux dire, des Wolverine, on a eu des trucs beaucoup plus cool. Et non, parce que j'ai vu les arguments, il y a des techniques qui sont très cool. Genre, j'ai vu la régénération en direct. Tu sais, parce que tu vois ton perso qui, pour une fois, dans un jeu vidéo, ça a du sens qu'il se régénère, tu vois. Mais c'est une technologie. Et je t'avoue que je me hype pas sur la technologie de le perso se régénère. Enfin, c'est cool. Mais ça ne porte pas le jeu. C'est, encore une fois, tu as dit, 70, 80 balles. Il faut les justifier. Il faut qu'il y ait une valeur. Il faut que. Si c'est un truc techno, ça vaut. La tech, ça me hype plus de tout. Moi, vraiment. Je veux une expérience qui me porte, tu vois. Parce que là, tu me parles de régénération, du facteur régénérant de Wolverine. Oui. Oui. Alors merci. Vous donnez une explication. Pas rationnel, mais vous donnez une explication diégétique à quelque chose que tous les autres jeux faisaient. Oui. Tu vois, donc très bien, c'est expliqué, c'est logique, c'est Wolverine, mais enfin, fondamentalement tous les autres jeux le faisaient avant et on le questionnait pas, tu vois. Ouais, mais non, mais c'est rigolo parce que le débat s'est beaucoup déplacé et je trouve que les joueurs, même nous compris, se sont beaucoup déplacés ces dernières années sur regarder la tech que ça apporte. Ouais. Alors que, je vais pas dire on en a rien à faire, mais normalement, c'est pas nous que c'est censé hyper, tu vois, c'est censé les actionnaires, les éditeurs. Nous, on est censé en profiter. Et c'est vrai que quand tu vois un jeu qui est mid-tier et que tu dis, quand même, la techno qu'ils ont apportée grâce à eux, c'est vrai, mais ça ne justifie pas, tu vois, que le reste soit mid et pourtant que ça soit vendu plein pot et qu'on ait attendu aussi autant d'années parce qu'on y revient. Les jeux sont de plus en plus longs à développer. Wolverine, je sais pas combien de temps ils sont dessus. Mais ça fait un moment, non Passer autant de temps, en fait, c'est le résultat. Passer autant de temps sur un jeu qui, à la fin, est consensuel, avec des technos bien maîtrisés, un game design et un gameplay et un level design qu'on fait depuis déjà 20 ans, je trouve que c'est abusé. Je trouve que c'est même révoltant. Et ça devrait pas arriver. C'est devenu le standard aujourd'hui et on atteint un point de rupture. C'est rigolo, c'est pas rigolo du tout, mais. Vous avez des trucs sinon qui vous ont un peu chauffé sur ce qui a été présenté ou vraiment tout était à jeter ? Moi, pas tout est à jeter, bien sûr. C'est juste mais moi, The Lost Wild fait par les gars d'Alien Isolation, je suis très content. Ouais. Mais c'est vraiment l'un des seuls trucs qui me fait briller les mirettes. Et encore. Je peux pas m'empêcher, et parce que je suis dans une bulle négative, de me dire, ça serait Alien Isolation avec des dinosaures, tu vois. Mais ça, c'est parce que je suis dans le négatif. Je suis sûr qu'ils ont déjà trouvé un bon moyen de rendre ça exceptionnel et de trouver d'autres angles d'approche, parce que encore une fois, Alien Isolation était un super jeu et je trouve qu'il n'a pas été reçu à. Moi, je suis personnellement un peu curieux par Onimusha, évidemment, mais bon, ça, on l'avait déjà vu plein de fois. Ace Combat 8, mais ça, pareil. Oui, ça avait déjà été vu. Contrôle Résonante, que j'attends toujours au tournant, même si, encore une fois, c'est pas nouveau de le voir débarquer ici. Je reste un peu curieux de Rayman Legends Retold, même si je questionne la nécessité d'en faire un remake. Il est très beau, mais j'ai le même sentiment en voyant le remake de Rayman Legends Retold que j'avais avec Zelda Wind Waker HD. C'est-à-dire que les deux jeux ont eu une DA différente. Il y en a un qui est en full 2D, l'autre qui est en 2,5D, magnifique. Wind Waker, c'était un qui était en cel shading crayonné, l'autre qui est devenu très 3D avec des shaders sursaturés, ce qui en faisait un rendu très Pixar. Je trouve que les deux sont légitimes du coup, Wind Waker HD et Wind Waker normal, mais je questionne l'intérêt d'en faire un remake / remaster dans la mesure où fondamentalement c'est pareil, c'est le même jeu et il y a très peu de différences fondamentales à part la technique. Rayman Legends est très beau de base, il est tout à fait pertinent aujourd'hui encore de le revendre à vitam aeternam. Oui. Tout ce qu'il faudrait, c'est que tu continues à maintenir les serveurs en fait pour que tu puisses le platiner, mais c'est tout quoi.
Ah, mais il prépare le revendre plein pro. Donc, oui, je sais. On est... Mais je vois, oui. Bah, mais on en arrive à un point où c'était tellement casse-couille, ce State of Play. Enfin, les propositions étaient tellement mid-tiers que Ubisoft arrive à presque m'exciter avoir l'air cool et avoir l'air cool. c'est fou, hein. Bah oui, mais écoute, je suis bien content de pas avoir veillé pour regarder ça. S'il y a des gens qui ont été hype, je suis trop content pour eux. Mais pour moi, expliquez-moi, vraiment, utilisez l'espace commentaire de où vous écoutez le podcast pour nous expliquer vraiment ce qui vous chauffe. Déjà, donnez-moi votre âge. Je suis curieux de savoir, j'ai tel âge. Et on n'est pas en train de faire un argument d'autorité. Je fais pas de l'agisme. Je fais pas de l'agisme. C'est juste, je suis curieux. Voilà, c'est en termes de données. Est-ce que c'est juste moi parce que je suis vieux? C'est surtout pour me dire, est-ce que c'est un truc, c'est juste parce que je vieillis ou pas? Mais vraiment, si vous êtes hypé, donnez-moi votre âge et dites-moi ce que vous avez trouvé incroyable dans les jeux que vous attendez. Et dans le cas contraire, si vous avez été frustré, partage aussi, parce que en vrai, on le voit, cette lassitude et cette frustration chez beaucoup de gens, mais pas forcément dans la commu ou dans les commentaires. C'est sur Reddit, c'est sur Internet en général. Et on aimerait être rassuré qu'on n'est pas fou. Parce que c'est un vrai truc, là. On a atteint un point de rupture tous ensemble en même temps. Donc c'est intéressant de voir un peu vos feedbacks là-dessus. Mais ça, c'était pour le State of Play. Elena, tu as peut-être des trucs à rajouter ? Aucun jeu ne parle dans cette sélection. C'est pour ça que je dis rien depuis tout à l'heure. Mais elle est prostrée depuis tout à l'heure. C'est juste, peu importe ce que je regarde comme le jeu annoncé, ça ne me parle pas. Ça ne me touche rien dans mon âme, tu vois. Enfin, dans mon âme. Mais ça ne provoque aucun intérêt. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse du marathon ? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse des jeux d'horreur ? Bon, j'aime pas ça. C'est surtout pour ça. Mais... il y a bonne chose de chef, ça t'intéresse pas ? C'est toujours la même histoire. Il fait sombre. C'est des mecs qui sont en train de se mettre des mandales l'un à l'autre. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose que je veux faire. Voilà. Donc, est-ce que c'est trop testostérone pour moi ? Est-ce que c'est trop, je sais pas, trop destiné au public masculin pour moi ? Je sais pas. Après, il y a le préquel de Dave the Diver, on l'a pas dit. Le préquel, oui. Allez, mettez en avant un jeu qui s'est fait passer pour un jeu indé et qui a gagné un palmarès indé. Qui est incompétent, mais c'est pas fait passer pour un jeu indé. Pourquoi ? Je vois que le point de rupture, il a été atteint chez Elena aussi. Ça y est, Elena polémiste, le retour. Distribution de mandales. Il n'empêche que cette State of Play a duré un petit moment quand même. Oui. Voilà. Bon, on va passer sur le truc qui nous intéresse un peu plus, sur à quoi on a joué. Qui veut prendre la main sur ce qu'il a fait, qui veut parler, etc. Sachant qu'il y a des grosses discussions, hein, notamment Elena et moi. Vous avez des grosses discussions, vous, donc elle est peut-être engagée. Donc du coup, t'as fait quoi toi, Elena ? Alors moi, sur cette période, un des jeux que j'ai fait et du coup sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est Tomodachi Life, tiens, de chez Nintendo. Comme ça, on s'éloigne encore un petit peu plus de ce State of Play super intéressant. Pour parler de Tomodachi Life. Ouais. le jeu qui, à l'époque de la 3DS, avait des publicités Kev Adams. Parce que c'était la mode de soda. Bon, du coup, Tomodachi Life, c'est un jeu Nintendo sorti sur la Switch. Du coup, oui, sur la Switch, et disponible aussi sur Switch 2. C'est la même cartouche pour les deux consoles. Il n'y a pas de séparation pour une fois. On est d'accord ? Non, c'est un jeu Switch, point, mais il est rétrocompatible sur Switch 2. Voilà. Donc, c'est un jeu de simulation qui reprend aussi son premier opus qui est sorti sur la 3DS et qui était... Sur DS. Sur DS, carrément. Le premier opus est sorti sur DS uniquement au Japon. C'était Tomodachi, je sais pas quoi. Je crois que c'était juste Tomodachi, Everybody. Bon, bref, c'est pas grave. Mais le plus 3DS, c'est le deuxième épisode. Mais donc, du coup, je pense que tous ceux qui ont joué à la version DS, si parmi vous, il y a des Japonais, ou si vous avez joué à la version 3DS, normalement, les gens, ils étaient chauds patates pour le jeu, là, parce que c'est un gros délire. Ce jeu, c'est un gros délire. Vous débarquez sur une île, vous créez des personnages, donc les Mi. Avant, on pouvait même prendre des photos et utiliser les photos pour recréer des personnages comme ça. Donc vous faites vos personnages, vous leur donnez une petite maison sur votre île et ils font leur vie.
Ils ont un caractère en particulier, ils ont des avis, ils ont des hobbies. Et ils se font des copains. Sans vous. C'est ça Ils vivent leur vie tout seuls. C'est ça. C'est le plus gros plaisir, c'est que vous êtes là juste comme si vous étiez devant un aquarium et vous regardez vos amis faire des allers-retours sur l'île, de se faire des copains, de tomber amoureux, de manger. Bon, vous leur donnez à manger, évidemment. Et puis, il y a des discussions très rigolotes qui se passent, où vous pouvez aller regarder les rêves qu'ils se font quand ils dorment. Et vous pouvez mettre toute votre famille, par exemple, dans cette île, en précisant évidemment qu'il y a, par exemple, des liens de parenté, etc., etc. Ou vous pouvez recréer votre classe, votre école, votre groupe de potes, tout ce que vous voulez. Et du coup, laissez le jeu ensuite faire des choses à votre place. Vous pouvez laisser les couples se recréer, les gens random tomber amoureux. Ils peuvent même avoir des enfants sans vous demander votre avis. Ouais. Comme ça, vous n'êtes pas là pendant 2 jours et hop. Sans vous demander votre avis. Ainsi, tu peux résumer le jeu Tomodachi Life en tu crées des paramètres pour chacun de tes petits personnages et finalement tu ne joues pas, tu ne fais que regarder des trucs parce que les moments où finalement tu vas jouer dans les mini-jeux, c'est très basique, tu vas avoir du memory, tu vas avoir deviner des silhouettes, tu vas avoir un petit peu de shoot 'em up des fois quand il y a certaines situations qui le réclament, notamment quand ça peut arriver, mais c'est très simple. C'est pas un jeu dans lequel tu joues en fait. C'est un jeu de détente, c'est un jeu de simulation où tu regardes les personnes que tu connais potentiellement, mais tu peux aussi créer des personnages complètement random pour justement des célébrités aussi, pour avoir plus de personnes et personnages sur ton île, et c'est amusant, surtout si tu fais par exemple, si tu accentues les traits de caractère de personnages, si tu leur donnes aussi des petites manies comme ce que le jeu il l'appelle. Par exemple, c'est un personnage qui va parler très vite, qui va cligner des yeux très vite, qui ne va pas pouvoir tenir sur place sans arrêt. Il va parler tout en dansant en même temps et en tournant sur lui-même. Et par exemple, il va avaler ses repas d'une seule bouchée tout le temps. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai créé Victor dans mon jeu. Et Victor, on est devenus potes parce qu'il est venu me voir et il me l'a dit Bonjour Florian, j'aimerais beaucoup parler de bière avec toi. Oui, c'est ça. Vas-y, explique-moi. Je veux tout savoir sur la bière. Un classique. Qu'est-ce que tu préfères entre une grande bière et une petite bière? Une grande bière, évidemment. Oui, c'est ce que je pense aussi. Ma foi. Oui, parce que tu peux donner évidemment les sujets de conversation. Moi, sur mon île... Quand tu m'as créé, t'as écrit bière, de partout. On parle de bière, de jeux vidéo et des loups. Oui, parce qu'on a mis notre fils dedans. Ça fait peur, les loups. C'est ça. L'inquiétude sur l'île. Il y a des loups. Ouais, mais c'est un jeu qui est... En fait, je pense, on peut résumer un petit peu aussi tout par... faut savoir dans quoi vous embarquez, en fait. C'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est un moment de détente. C'est un compagnon. C'est un simulateur de situation. C'est ça. Et faut rentrer dans le délire loufoque. C'est très drôle si t'aimes bien tes amis, si t'as envie de faire des trucs avec des personnes inconnues, des célébrités ou même des personnages complètement fictifs. Oui, c'est un simulateur à simulation. Maintenant, tu fais pas grand chose et t'arrives très vite aux limites. À titre personnel, pour avoir créé une 20aine de personnages, tu te rends compte que les moyens de se rencontrer entre les mis sont un petit peu tout le temps les mêmes. Les situations ont tendance à se répéter. Il y a des petites surprises de temps en temps en fonction des types de caractères que tu vas faire se rencontrer. Mais il y a finalement assez peu de variété dans ces situations et je trouve que t'en fais un peu vite le tour. Mais c'est normal, c'est ok, parce que c'est le genre de jeu qui fait ça. Tu peux difficilement t'attendre à un jeu de l'année, mais tu sais que tu vas passer un bon moment si tu adhères à la proposition. Oui, et puis de toute manière, le principe même du jeu, c'est tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Vu que ton objectif, c'est de peupler ton île avec des personnages, c'est là que tu as la carte blanche. Parce qu'on a dit, tu peux créer ta famille, tu peux créer tes amis, tu peux créer un monde réel, grosso modo, et apporter les personnages réels que tu connais pour essayer de créer des situations drôles ou rigolotes entre les personnes que tu peux connaître.
Mais tu peux aussi partir dans un délire, je recrée par exemple l'univers de mon choix. Tu veux créer le Dragon Ball, l'île de Dragon Ball chez toi dans ton Tomodachi Life, vas-y, fais Goku, fais Bulma, fais tous les personnages et créer des délires entre eux. Des délires de Tomodachi Life, fais-les jouer au bowling ensemble. Fais-leur parler de bière. Fais-leur parler de bière, effectivement. Fais-leur parler des menaces planétaires. Des menaces planétaires. Oui, ça peut être ça. Ça peut être le monde. Ça peut être le monde de Mission Impossible, si tu veux, ou de James Bond. Tout ce que tu veux, quoi. C'est notre monde, hein. Actuellement, le monde de James Bond et de Mission Impossible, ça se passe sur Terre, hein, au cas où. Mais voilà, tu peux prendre tous les personnages Marvel, tu peux créer Spider-Man. C'est un jeu aussi qui est bien tombé dans la mesure où avec Internet, aujourd'hui, c'est facile de partager ce genre de délire et de montrer à quoi ça ressemble. Oui, parce qu'en plus... C'est pour ça que c'est devenu viral comme jeu d'ailleurs. Tu peux partager ton île avec d'autres personnes, tu peux aller visiter les îles des gens aussi. Voir leur délire, tout ça. Bon, c'est un jeu sympa, mais il faut savoir de quoi se lancer. Ouais, c'est un bon jeu que finalement si tu lances dedans, je pense que ce qui est le plus agréable à faire justement, c'est que c'est un jeu qui peut te si tu veux y jouer tous les jours, tu peux. Tu veux pas y jouer tous les jours, t'es pas obligé. Et quand tu viens jouer, tu peux faire un tour en 15 minutes ou tu peux rester 1 heure, mais il y a pas besoin de faire plus. Donc si c'est vraiment la question de c'est pas un jeu qui va te demander de t'impliquer pendant une demi-journée pour y jouer et pour continuer à s'amuser dessus. Donc ça, c'est un bon point justement dans notre guerre à l'attention de jeux vidéo. Donc tu l'as, tu profites quand tu veux, quand tu peux, et puis il y a toujours une petite surprise qui va t'attendre quand tu arriveras dans le jeu. Et oui. Voilà, donc perso pour moi c'est un jeu de toute manière que j'aime beaucoup. Donc Tomodachi Life sur 3DS, j'ai passé beaucoup de temps dessus. C'est un jeu qui, moi, me fait souvent rire. Donc c'est un jeu qui est positif, qui permet de s'amuser un petit peu, de se changer des idées et de te détendre. Franchement, il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Donc il te stresse pas, il te fatigue pas. J'ai presque envie de dire c'est un bon investissement, mais c'est un bon investissement. Personnellement, je suis difficilement déçue avec Tomodachi Life. C'est pas un jeu qui me déçoit sur sa proposition, sur son temps de jeu, sur sa proposition. Ouais. Et c'est un bon jeu pour ce début de l'année, je trouve. Et encore une fois, vu que ça vient de Nintendo, tu vois clairement que c'est pas un jeu qui a une vraie concurrence. Donc, tu prends ce jeu-là, au moins tu sais que tu as une proposition originale. Tu vas avoir du mal à trouver quelque chose qui ressemble à ce point-là. Enfin, qui ressemble à Tomodachi Life, tu vas difficilement trouver ça ailleurs. Mm-hmm. Donc, ce ne sera pas un énième shooter ou un énième... tout ce que tu veux, quoi. Donc, ça change. Ça fait plaisir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu sur le planning aujourd'hui ? Victor. Ah, c'est pour moi direct. Écoutez, moi j'ai pas mal joué quand même. Ça fait combien ? Ça fait 3 mois depuis le dernier podcast à peu près. Ouais, donc j'ai traversé, on savait à l'époque j'avais traversé un arc gaming un peu compliqué où j'étais en train de me noyer dans la nostalgie. Hein. J'avais joué à Sonic Adventure, je m'étais refait tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait eu Kern qui était apparu comme un phare dans mon désespoir du gaming. Et ça m'a un peu remis sur la voie, mais depuis finalement... ça s'est pas... En fait, non, ça s'est pas spécialement arrangé. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait plein de petits jeux à droite à gauche, hein, des petites expériences, genre style Wake the Deep, Raccoon. C'est le jeu où t'es un raccoon qui joue à la... Tu mets des pièces qui descendent dans un jeu de... Raccoon, du coup. Ouais, c'est ça. C'est un peu un Balatro, mais d'une autre... tu vois, c'est un autre type de Balatro. J'ai fait Aviator, mais dans l'ensemble, rien de très folichon, parce que finalement, je suis retourné à mes amours. Mes vieux amours, pas si vieux que ça, parce que j'ai rejoué à Foxhole pour des raisons de vidéo aussi, entre autres. Foxhole sur lequel je suis revenu presque, je crois, à peu près 120 heures, 150 heures d'une traite, donc quand même j'ai passé pas mal de temps dessus. Ça tombe bien parce que ça arrivait pile poil avec la mise à jour Airborne, dont on a parlé dans une vidéo qui est sortie à quoi ? Qui est sortie récemment. 2 semaines, peut-être, je crois.
où on parle justement de comment les avions ont cassé Foxhole. Et c'est le cas. Les avions ont cassé Foxhole. Donc j'ai fait quelques guerres où j'ai pu vivre l'arrivée de l'aviation dans Foxhole. Bon, est-ce que je m'étends dessus ? Est-ce que je sais pas si ça vaut le coup. Vous avez une vidéo pour en voir tout le truc. Sinon, je suis reparti sur Deadlock. Ouais. Voilà. Encore. Donc, voilà, c'est ça. Démons. Non, mais voilà. En fait, je suis revenu sur les vieux démons. Deadlock où j'avais, je crois, 150 heures de base. Je vais vous dire combien j'ai maintenant. Pour que vous ayez un visuel, j'ai 362 heures sur Deadlock. Donc j'ai doublé le truc largement. Deadlock qui est très cool. Au cas où vous ne sauriez pas, c'est le jeu de Valve qui n'a même pas été annoncé, qu'il faut être invité pour y jouer. Bon, c'est pas très dur d'être invité, il suffit d'avoir quelqu'un qui y joue. Et globalement, les invitations tournent assez facilement. C'est un genre de mélange entre hero shooter et MOBA qui est très 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 cool. Et depuis le début d'année, en fait, il se trouve que le jeu a un revival parce qu'il y a il y a 6 nouveaux occultistes qui sont arrivés, donc 6 nouveaux personnages, et ça m'a permis de découvrir un nouveau Deadlock. Donc c'est pour ça que j'ai passé autant de temps, c'est que Deadlock a quand même pas mal changé depuis qu'on en a parlé il y a 2 ans, je crois. Il y a toujours pas de season pass, tout ça. Toujours pas. Mais non, le jeu n'est même pas annoncé, donc ils n'ont rien fait. Vraiment, ils n'ont rien fait. Alors bien sûr, on a des modes qui permettent de déshabiller les personnages, mais ça n'a rien à voir avec Valve. Et ce jeu que tu nous parles, qui est pas sorti, il est là avec nous. Il est là je vous jure qu'il est là dans la pièce avec nous. Mais du coup, j'ai pu redécouvrir. Et je kiffe. Moi aussi, je peux inventer des jeux. Oui, pas de problème. Hein. Tu le feras après, parce que alors, si je l'invente, je suis vachement bon, hein, parce que je le tiens depuis un moment. Hein. Donc oui, à l'époque, ils avaient opté pour un jeu à 4 voix. Donc tu y avais joué toi en plus, je t'avais fait tester. Ouais, c'était bien. C'était juste en fait. Je sais c'est couillon, mais sur ce genre de jeu-là, s'il n'y a pas de système de ladder ou de trucs qui restent comme des saisons, t'aimes avoir des les niveaux d'XP qui montent. Ça fait partie pour moi, c'est le seul. En fait, vu que j'ai pas envie de m'améliorer, de devenir compétitif ou des trucs comme ça, j'ai aucun intérêt en fait à m'entraîner. Moi, je veux juste débloquer des trucs et des machins. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, il se trouve que j'aime juste jouer, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais oui, j'ai pu redécouvrir Deadlock qui est passé à 3 voix maintenant. Donc je sais pas si t'en souviens, mais à l'époque il y avait 4 voix, donc il y avait qu'une seule voix, il y avait 2 personnes sur le total de 6 par équipe. Ouais. Là, toutes les voix ont un duo. Donc déjà, t'es plus tout seul. Alors ça, je kiffe. Un petit plaisir. La bot lane dans LoL, c'était ma zone préférée parce que t'es à 2. Et là, finalement, t'es à 2 tout le temps. Donc il y a ce délire de... t'es pas le one-man army, tu vois, de ta lane. Il y a forcément quelque chose. Si tu domines un joueur en face, il y aura forcément un autre pour le backup. C'est tout le temps comme ça. Et vu qu'il n'y a pas vraiment de rôle encore dans les... Ils ont des rôles, hein, certains persos, mais... c'est mis aléatoirement, ta lane, tu peux swap si tu veux, mais moi je le fais pas à moins qu'on me le demande. Et il y a ce côté très, chaque game est pas vraiment les mêmes, t'as pas de ce truc de je vais anéantir ma lane tout seul, et et surtout la map est plus petite, donc j'ai vraiment kiffé, on le voit, hein, presque 200 heures de plus. Quand tu dis anéantir ma lane, il y a rien de sexuel. Rien de sexuel. Ça peut des fois quand tu t'en sors bien, il peut y avoir l'impression, mais non, vraiment le jeu Deadlock est vraiment un jeu qui me hype profondément, et c'est rigolo parce que tu dis qu'il n'y avait pas de système de rank, mais en fait si, il y a un système de rank, juste il est caché. Toutes les games sont ranked. D'accord. Donc il faut juste que tu ailles dans tes stats, que tu regardes ton rang et tu vois ton rang. Mais alors ça aussi c'est malin, j'aime bien. En fait, je réalise que je déteste qu'on sépare ranked et normal game. Ça veut dire quoi ? Ranked et normal game. C'est comme le jouer au foot en loisir versus. Oui, t'es en train de me dire que les gens, s'ils ont l'occasion de devenir pro de leur loisir, ils vont pas devenir pro. Tu vois, c'est. En fait, il y a cette sensation de, on va diviser les gens pour pas frustrer les gens qui veulent pas tryhard. Mais de toute manière, les ranks, si t'es bas rank, tu vas pas être frustré. C'est pas possible, tu vois. Il y a une réflexion de. C'est bizarre d'avoir créé ces pools de différence de. Les joueurs qui veulent tryhard, ils vont en ranked, et les joueurs qui veulent s'amuser, ils vont en normal. Comme si tu t'amusais pas en ranked, tu vois, et comme si c'était pas compétitif en normal. Pour moi, le normal, c'est juste l'excuse de tu peux quitter la partie. Vas-y, barre-toi en plein milieu de la partie. Abandonne-les. Ouais, c'est ça. Abandonne-les. C'est un peu donner des... Gâche le plaisir des autres. C'est pas grave, j'ai juste abandonné une normal game ou j'ai juste trollé une normal game, tu vois. Et je trouve finalement c'est un peu malsain cette réflexion. Donc là, toutes les games sont mélangées, donc t'as ton rang, tu peux aller le voir. Moi j'ai regardé, je suis l'équivalent de Hors 3, donc je pue la merde. Enfin, ça va, il y a pire. Si on se base sur League of Legends. Mais pour ma défense, c'est pas un jeu pour tout le monde parce que je vous le dis, j'y viens. Classe Or, c'est nul. Bah ouais, d'après internet sur LoL, Or 3-4, c'est pas ouf. Mais pour ma défense. C'est pas genre bronze les plus bas ? Si.
Il y a fer, je crois, en dessous. Ok, encore mieux. Ouais, mais moi je flex un peu, je m'imagine un peu platine au moins, tu vois, l'équivalent. Mais il se trouve que, alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ça n'a pas été officiellement annoncé par Valve, ça n'a pas été confirmé, c'est un jeu qui n'est pas sorti, je vous rappelle qu'il y a des changements majeurs dessus en permanence, mais visiblement le matchmaking n'est pas oufissime dans le sens où déjà il y a alors c'est un matchmaking, je ne connaissais pas l'existence, j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui visiblement est basé sur... La gentillesse. Non, comment tu joues, combien de temps tu joues. Par exemple, là, si j'arrête de jouer pendant une semaine, le jeu va me faire des offrandes. D'après ce qui est expliqué sur Internet, le jeu va m'envoyer des noobs. Bon, dis donc. Pour que je les massacre. Carnage. Donc, Quel je carnage. vais avoir 10 parties win à la suite. Je serai très content. Et dans les grandes lignes, c'est ce qui est dit. Et c'est les théories de... Voilà. Et c'est vrai que... De complot. Deadlock, je vérifie plusieurs fois, je demande... Ma première phrase quand j'arrive, je fais « Hey les gars, vous avez joué combien de temps ?» Moi, j'ai bientôt 400 heures. Quand je vois dans ma team un mec qui fait « Ah, c'est ma première game » ou j'ai 6 heures. Et je me fais « Mais pourquoi t'es avec moi, tu vois ?» Parce qu'il y a entre 50 000... Là, bon, on est redescendu à 50 000 joueurs par jour, ce qui est énorme. Oui, c'est pas mal. Il y a 2 mois, c'était 100 000 joueurs par jour, tu vois. Donc, va pas me faire croire que t'as pas d'autres joueurs qui ont 300, 400 heures à me mettre avec moi. C'est ça. Et il se trouve, voilà, c'est le truc de... Visiblement, le matchmaking dans Deadlock est très bizarre. Donc, vous attachez pas trop à la victoire, parce que des fois, ça ne sera juste pas possible. Ne vous attachez pas à la victoire. Vous allez avoir un mec qui il comprend pas le jeu, il vient d'arriver. Et c'est génial, on lui apprend. Mais quand t'es en mindset, ok, tout le monde doit être à mon niveau, sinon c'est catastrophique. C'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, j'ai eu mon arc Deadlock, je suis très content. Et là, dernièrement, mon petit kiff, c'est... je me suis fait Baldur's Gate 3. Wow. Refait Baldur's Gate 3. Faut savoir que je l'avais sorti à l'époque, je l'avais fait à l'époque de la sortie, j'avais kiffé. GOTY, tout ça, cœur sur Shadow Heart, parce que c'était ma waifu à l'époque. Mais là, je l'ai refait parce que j'avais... à l'époque, j'avais totalement snobé la voix Dark Urge. Ah. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, il faudrait que je la fasse aussi. Pour ceux qui se posent la question, faut savoir ça change tellement le jeu. Ouais, c'est ça. C'est un jeu où t'as plusieurs personnages, ils ont tous leur histoire, ils vont t'accompagner, ils vont réagir à ce qui se passe autour de toi, et ils ont tous des fins à eux. Donc si tu peux jouer un perso qui est préconstruit, tu peux t'en faire un. Et moi, à l'époque, j'avais fait mon perso. Ce qui n'est pas... Je pense que la plupart des gens, ils ont fait ça, sauf que il aurait peut-être... Il aurait peut-être fallu leur expliquer que faire son personnage à soi, c'est... Ils l'ont dit, Elena. Ils l'ont dit, juste on était euphorique. Ouais. On était euphorique. Donc on est parti. Et le fait d'avoir ton groupe qui a ses propres quêtes, ça te donne cette sensation qu'il se passe un truc. Bah, bien sûr. Et on s'en rend pas compte. Mais finalement, ce n'était pas la meilleure manière de jouer à Baldur's Gate. En tout cas, pour la première game. Parce que moi, je l'ai fait, j'ai kiffé. À l'époque, je pensais avoir tout fait. Avoir tout compris, me dire ouais bon je vais pas peut-être me le refaire. Je l'ai refait et en fait Dark Urge c'est la seule voie narrative qu'ils ont vraiment écrite pour le joueur. Ouais, c'est la trou. En gros vous êtes un héros qui est attaché à un dieu du sang et vous allez vouloir tuer. En fait vous allez devoir vous battre contre des pulsions meurtrières pendant tout le jeu ou alors les embrasser avec des bonus si vous suivez la voie de votre dieu. Et c'est vrai que ça change totalement le jeu dans la perception, dans la manière de jouer. Et je crois que c'est ma version préférée là pour le moment. C'est la version dans laquelle tu es obligé de faire des choix. Parce que si tu joues un personnage que tu te fais toi-même, ça veut dire qu'en fait, t'as pas vraiment de balance de morale. C'est toi qui choisis sur l'instant T. Oui. C'est toi qui... mais la voix va pas te dire « Ah, là, tu te sens bizarre, t'as des picotements dans tes mains. » Oui, c'est ça. Tu seras pas influencé. C'est-à-dire que là, tu pourras vraiment choisir en tant que personne... qui est derrière ton écran, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, tu peux plus. Avec Dark Urge, et c'était exceptionnel. Vraiment, je pensais, je le redis, je pensais avoir tout exploré, tout fait, mais ça m'a remis à ma place de waouh. Et sans installer aucun mode érotique ou je sais pas quoi, j'ai pu me refaire le jeu, parce que voilà, faut savoir, Baldur's Gate, visiblement, c'est un jeu modé évidemment. à plus en pouvoir. J'ai pu me refaire un kiff de malade, parce que je crois que j'ai je vais regarder ça tout de suite si je peux le voir, mais je crois ma run, elle a duré 120 heures, un truc en genre. Donc j'ai pu me refaire toute une run BG. Sacré run, ouais. Ouais, non, c'était trop bien, et j'ai pris ma claque de début d'année, mais sur un jeu vieux de 300. Ouais, donc en fait, t'as pas changé. Je n'ai pas changé, et c'est... Et pourtant j'ai essayé, tu vois, là par exemple, même pas en fait, j'ai voulu partir sur Dragon's Dogma 2.
Pour ma défense, j'ai pas pu y jouer à l'époque parce que Capcom c'est des sgags et le jeu était très mal optimisé. Bon, loin de moi l'idée de charger le jeu ou quoi que ce soit, mais après Baldur's Gate 3, il y a eu ce petit picotement de cette sensation de plat ou un peu indifférent, mais ça c'est je crois que ça m'a juste donné mon... Finalement, la deuxième run sur Baldur's Gate 3 m'a recentré sur ce que j'aime dans certains RPG et dans ce genre de type de jeu qui sont finalement très centrés sur Donjons et Dragons, enfin qui en reprennent les codes. Et là, bon, après, je te rappelle, Baldur's Gate 3, c'est du Donjons et Dragons. Oui, c'est ça. Et Dragon Dogma 2, là, pour le moment, je suis un peu en mode, bon, le monde est indifférent à ma personne, il faut faire beaucoup de marches, c'est un peu froid. Alors, encore une fois, c'est pas une vanne sur Dogma 2, hein, c'est juste... dans Baldur's Gate 3, t'es le centre du monde. Tu vois, la plupart des avis des personnages, ils sont centrés sur toi. Tout ce que tu vas faire, même les trucs que tu vas rater, ils vont avoir un impact sur tes choix. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait des impacts sur tous les choix dans tous les jeux vidéo, parce qu'on a eu cette ère où tous les jeux vidéo pensaient que c'était ce que les gens aimaient, mais finalement non. Ce que les gens aiment dans ce genre de jeu, c'est être le centre. Tu vois, tu bouges, le monde bouge dans la direction. Je trouve que c'est naze, moi, ça. Ah ouais ? Parce que quand c'est mal fait, c'est naze. Mais non, c'est pas ça. C'est que moi, j'aime bien, en fait, être dans un monde qui a pas besoin de moi pour vivre, en fait. Mais Baldur's Gate 3 n'a pas besoin de toi pour vivre. Oui, mais dans ce cas-là, c'est ta description qui comporte un petit problème, parce que quand tu dis que quand t'es le centre de l'univers et que tout bouge autour de toi, c'est que littéralement, en fait, le monde a besoin de toi pour exister. Je veux dire, tout bouge autour de toi, c'est que tu vas te déplacer, c'est toi qui vas influencer ta propre direction. Mais sinon, ça se fait tout seul. Hein. On le voit dans Baldur's Gate 3, tu peux faire le choix de ne rien faire. Et la trame va se suivre toute seule. Oui, mais donc, dans ce cas-là, c'est parce que c'est un monde qui est bien écrit et qui est, de toute manière, c'est pour ça que j'étais un peu... Enfin, les Forgotten Realms, Donjons et Dragons, c'est un monde avec un lore puissant qui existe, qui a plein de héros et qui n'a pas besoin de ces héros pour pouvoir, enfin, des joueurs pour pouvoir avancer. Il existe de manière autonome. Peut-être revoir un peu ta description de ce que tu racontes si tu veux en faire un sujet ou quoi que ce soit, parce que c'est en général, les gens, et c'est jamais très bien vu d'avoir un monde dans lequel tout existe parce que le héros est là. Ouais. Là, c'est intéressant parce que bon, c'est peut-être moi qui... c'est pas peut-être moi, c'est moi qui l'ai très mal écrit, mais on le voit, il y a moult de manières de jouer à Baldur's Gate 3. Tous les personnages ont leur propre... mais bien sûr, leur propre développement. Ouais. Si tu joues, par exemple, avec un des persos qui a déjà été préfet, qui a son histoire, que tu peux l'accompagner, mais si tu le prends en tant que personnage principal, il y aura une autre approche, tu vois. Donc, en fait, finalement, moi, c'était ma réflexion, c'est mon type de RPG, c'est d'avoir l'axe où l'immersion et l'écriture, elle est principale, tu vois. C'est... si je veux jouer à ce genre de jeu, il faut que l'histoire elle soit au top et que l'écriture soit au top. Et bon, c'est juste en train de me recadrer sur peut-être ça que j'avais kiffé dans Witcher 3 à l'époque, qui m'avait fait croire que finalement j'aimais les grands mondes ouverts avec plein de trucs à faire. J'aime les grands mondes ouverts avec plein de trucs à faire, mais la force de Witcher 3 c'était son écriture et sa manière de te vendre l'expérience de des fois tu rentres dans un village, tu vas trouver un truc par terre, ce truc par terre va t'amener sur toute une quête où il y aurait de vraies réflexions, c'est pas juste va escorter ça ou va ramasser des herbes. Non, il y aura toute une écriture. C'est juste, tu vas ressentir l'impact de ce que tu fais sur ce qui se passe autour de toi. Et c'est ça qui est génial aussi. C'est justement, c'est pas le côté que tout tourne autour de toi, mais c'est juste le monde, il est si bien fait que si tu fais quelque chose, effectivement, ça va amener autre chose. Oui. Du coup, ça m'a juste recentré sur... Finalement, je kiffe les jeux bien écrits. Les dominos sont bien placés et c'est le plus important. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, moi j'ai drop Ghost of Yotei. Entre-temps, je l'ai essayé et je l'ai drop. C'est parce que il y a ce différentiel d'écriture entre Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei, où dans Ghost of Tsushima, tu incarnes Jin qui se pose des questions existentielles sur le Bushido. Ouais, la voix du samouraï, l'honneur, etc. Tout ça. Et la lutte contre l'Empire mongol, elle se fait indépendamment de sa lutte intérieure. Oui. Ghost of Yotei, le monde attend que tu bouges, que tu te venges, que tu te venges pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que tous les antagonistes qui sont là et qui veulent voir tomber les 6 de Yotei, ils sont dans l'attente que tu fasses quelque chose pour faire tomber les 6 de Yotei. Et rajoute à ça que fondamentalement les mécaniques de gameplay n'ont pas beaucoup changé par rapport à Ghost of Tsushima. Et le jeu m'est tombé des mains parce que c'est pas intéressant à suivre. Voilà. Ouais. Écoute, ça m'a juste fait une piqûre de rappel. Voilà,
finalement, ce qui est très bizarre, j'aime les jeux bien écrits. Tu vois, c'est fou. Ouais, non, mais C'est incroyable. je pensais que j'avais une petite partie de moi qui me disait si les mécaniques de jeu sont bien, si je peux me reproduire. C'est un tout. Après. Je peux reproduire Le jeu vidéo, l'expérience. c'est Oui. un tout, le jeu vidéo. Bah, je l'ai rarement senti autant qu'avec Baldur's Gate 3 finalement. Donc après, je sais que c'est une licorne. C'est une licorne, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a ce problème avec des AAA modernes. C'est qu'ils proposent tous globalement la même chose et qu'on a cette impression-là, justement, que ils sont faits en sorte que, tu vois, ils sont pas faits pour te créer cette sensation-là que tes actes, ils font quelque chose dans le monde du jeu. Mais au contraire, le monde du jeu t'attend pour tourner. Oui, puis surtout derrière, dans les AAA, la Sony, c'est qu'ils sont extrêmement consensuels. Tu vois, on en parlait. J'en ai parlé un peu vite fait avec Spider-Man 2, mais en vrai, plus j'y pense, et plus ce jeu m'énerve, parce qu'il est dans cette vibe-là d'un Spider-Man Disney. Qui fait pas de vagues, qui est gentil. Miles Morales, j'en parle même pas. Il est vaguement fait référence à ses origines afro-américaines et hispaniques, mais c'est jamais un point central. Alors que dans les comics, c'est extrêmement important. Tu l'as vu dans les films d'animation Into the Spider-Verse. Miles Morales est incroyable comme personnage, mais alors dans le jeu, c'est une espèce de de prétexte. Il est là, il est gentil, c'est un mec sympa, c'est le mec des banlieues sympas. Ouais, tu vois, c'est un peu cliché, banlieue, tu voilà, vois. Ouais, c'est le banlieusard sympa, c'est comme ça que la banlieue elle devrait être, tu vois. Et tu es là, les gars, vous avez autre chose à raconter avec ça? Oui, on a Peter Parker, il est dans la trentaine, il se pose des questions sur son couple. Il voudrait prendre des vacances. Il veut prendre des vacances. C'est vrai que ça va pas très loin, tu vois. Et avec du recul, il y avait si mieux à faire. Alors, avec Spider-Man, je serais pas en train de vous dire ce qu'il faudrait faire parce que je n'ai pas. Justement, c'est un travail. Hein, ça demande beaucoup d'efforts et des personnes compétentes. Mais finalement, tout ne peut pas être porté par le gameplay. Aussi bon le gameplay soit-il, aussi beau les graphismes soient-ils, aussi belle la technologie nouvelle soit apportée. Faut me prendre la main sur des trucs, quoi, quand même, un peu, tu vois. Il faut tenir le joueur. Et je crois que finalement, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. C'est peut-être pas pour rien que ça me pète aujourd'hui à la gueule. Tu vois, et le fait qu'il est Venom dans le Spider-Man 2, Venom, il est censé mettre en exergue un caractère caché de Peter, un peu je me la pète, etc. Mais là, comme il est lisse, ce Peter est extrêmement lisse, le fait qu'il est Venom, ça fait juste de lui, je suis méchant. Oui, c'est vrai. Alors que dans les films, on voit bien finalement tous les mauvais côtés que ça fait ressortir celui qui existait déjà. Ouais. Et là, c'est vrai que... Comme il a pas de mauvais... j'ai Venom. On va te casser. Sachez que je suis en colère. Donc oui, bon... Mais c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'être un bon maître de jeu. Oui. Mais du coup, ça m'a poussé là. Je regardais, c'est Solasta 2. Ouais, elle flex parce qu'elle est maître de jeu. Non, je me plains. Ça m'a juste redonné envie de jouer à Donjons et Dragons, sachez-le. Et ça m'a poussé là. Je suis en train de regarder pour Solasta 2, il y a à peu près dans la même vibe. Dans la famille, on a Solasta 1. Ouais. Je vais peut-être jouer à Solasta 1 avant. Parce que Solasta 2, de toute façon, il est en. Je l'avais récupéré à un moment sur. Attention, il est moins fini que Baldur's Gate. Je me doute. C'est Baldur's Gate, donc encore une fois, j'essaie de me mettre bien en tête que c'est une licorne. Oui, il y a très peu de chances qu'il y ait un jour un jeu aussi bien que ce Baldur's Gate. À part s'ils en refont un, et encore même là. Alors, il y a des rumeurs d'un Baldur's Gate 2 remake. Oui, je l'ai vu passer, oui. Ça me fera plaisir, mais effectivement, ça a peut-être un goût différent. Mais c'est vrai que quand j'y jouais, je me suis dit c'est quand même dommage qu'ils fassent pas juste, ils continuent. Ils fassent juste des chapitres d'histoire random de Donjons et Dragons il en faudrait, suivant le. Si tu veux jouer à un jeu qui vient de chez eux, il faut que tu essayes ce qu'ils font eux. Il faut que tu essayes les derniers Divinity. Je sais qu'il y en a un qui va arriver là, je me frotte les mains. Disons que tant qu'à faire, c'est avec leur expérience et leur capacité de faire des jeux de ce type-là. Si tu veux avoir valeur sûre, tu vois, vaut mieux aller chez eux parce que... Après, Solasta m'a l'air très bien, je vois pas pourquoi on va pas dire que Solasta n'est pas bien, mais je veux dire, si tu veux retrouver quelque chose qui ressemble, il faut rester dans la... Comment on appelle ça? Dans l'écurie, tu vois.
Oui. Bah, de toute façon, je vais suivre. Vous aurez des retours de temps en temps sur moi qui cherche le. Non, mais disons que si je dois faire une métaphore footix, là, t'as vu ce que c'était de gagner à la Champions League. Ouais, si PSG. tu passes sur Solasta, bon, bah. Arsenal, quoi. Non, pas Arsenal du tout. Et plutôt dans le championnat de France, tu vas être. Lens. C'est très bien, Lens, ils ont gagné. Ouais, mais bon, Solasta, ils en sont qu'au deuxième. Je pars du principe que Baldurgas 3, ils ont dû. C'est le fruit de beaucoup. Donc, je regarderai Solasta. C'est le fruit de toute l'existence du studio. Ouais, c'est ça. Je prendrai mon mal en patience, que je sais que c'est un tout petit studio français. Ouais, voilà, c'est Rennes. Bah écoutez, Solasta, Rennes. c'est Rennes, c'est-à-dire qu'ils sont bien classés, quoi, mais c'est 6ème. Ouais, bah il m'empêchera pas d'être fan de vous. Mais Rennes. la Ligue 1, c'est très bien, tu vois. Oui, j'arrive pour vous. Mais arrête, j'y jouerai. Pourquoi? Non, en plus j'ai vu des interviews, alors très sympa. Mes prochains trucs se tourneront vers Solasta, mais du coup ça ne sera pas du tout récent parce que Solasta 1 est sorti en 2021. Donc ne vous attendez toujours pas à des nouveautés d'ici là, parce que bon, l'arc de sortie en plus m'a l'air assez limité là sur les prochains mois. À part James Bond qui est déjà sorti. Moi, il y a un seul jeu qui m'intéresse cette année et que j'ai l'impression que je vérifie toutes les 2 semaines s'il y a des nouvelles dessus, c'est Tropico 7. Ah oui, t'es vraiment dans ta boucle. Ah mais moi je suis dans mon Genjutsu à moi, quoi. Et c'est tout pour moi du coup. Bah moi, mon Genjutsu à moi, c'est le rétro. Ah, on est tous bloqués dedans. Sur toute cette période de 3 mois, j'ai repris mon backlog et j'ai refait des jeux NES que j'avais besoin de faire. Et je vais pas tous vous les détailler, j'en ai fait plein, je vais juste ce que j'ai retenu viteuf. Il y avait Double Dragon notamment sur NES que j'ai trouvé très très cool. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient butés à ça, même si j'ai fait la version arcade aussi à côté, avec la version arcade poutre évidemment la version NES. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en marquant Gargoyle's Quest sur Game Boy qui était très sympathique. J'ai fini Resident Evil le premier qui était franchement petite claque à rebours. J'avais profité de sa sortie sur Steam et j'avais acheté les 1, 2, 3 donc il faut que je les fasse, etc. Donc j'ai vraiment fait le premier, pas le remake, hein. Le remake, j'ai fait le premier sur PS1. D'ailleurs je l'ai fait sur les deux supports, je l'ai fait sur Steam et en parallèle je l'ai testé aussi sur PS1. Je crois que ma lentille PS1 elle commence à fatiguer, donc très bien que j'ai reçu mon FPGA PS1 dernièrement, parce que ma PS1 est en train de rendre l'âme. J'ai eu énormément de crash de ma console à cause de la lecture du CD de Resident Evil. On lui fera des funérailles. Ouais, on lui fera des funérailles. Ma grosse découverte, ça a été tout ce qui a été Neo Geo aussi, parce qu'avec Alexandre on avait beaucoup sur ces derniers temps joué à la Neo Geo. Je lui ai fait découvrir la Neo Geo, il a beaucoup joué à notamment Garou Mark of the Wolf. Wow. Et là son avis sur son personnage préféré. Moi j'ai terminé Metal Slug X sur la version compilation Metal Slug, enfin sur la compilation Neo Geo, AK Neo Geo, le premier, que j'ai trouvé très très cool. Mais je vais pas m'attarder là-dessus, je vais m'attarder plutôt sur ma déception Saros, déjà dans un premier temps, parce que entre-temps, je vous ai parlé de Ghost of Yotei. Ouais, je l'ai laissé tomber Ghost of Yotei. Mais Saros, c'est un truc que je m'attendais pas à vraiment lâcher l'affaire après 10 heures. Tu l'attendais énormément. Je l'attendais beaucoup, parce que j'avais adoré Returnal. Et je crois que Sony, de mon côté en tout cas, et j'aimerais beaucoup avoir des retours des gens aussi à ce niveau-là, mais qu'est-ce qui se passe avec les épisodes 2 Sony? Il y a un gros problème. Je veux dire, Spider-Man 2, plus ça va, moins je l'aime. God of War Ragnarok m'est tombé des mains. Last of Us Part 2, c'est l'exception, parce que j'ai vraiment adoré Last of Us Part 2, il était par rapport au 1 incroyable. Horizon Forbidden West, j'en ai rien à foutre. Genre vraiment, j'ai fait le 1, mais j'ai une flemme monumentale de faire un jeu qui ressemblera trait pour trait au premier, mais en plus beau et plus bavard. Et alors là, Saros, c'était pas attendu, mais il tombe pile poil dans ce truc-là, alors qu'il est censé ne pas être comme Returnal. Et pourtant si, quand même un peu. C'est Returnal en plus facile sur certains points, qui te permet d'être plus difficile sur d'autres, notamment grâce à cette gestion des cadrans de difficulté, en te choisissant des malus et en choisissant des bonus, en essayant d'avoir un truc un peu plus équilibré et plus complexe aussi, fondamentalement plus complexe, Saros, parce qu'il y a cette mécanique de bouclier qui te permet d'absorber les tirs des ennemis, pas tous les tirs, juste les boules bleues. Les autres, ils vont te blesser quoi qu'il arrive. Pour pouvoir te charger une sorte de super attaque explosive
qui va devoir se faire recharger par les petites boules bleues des adversaires ou des environnements. Ça apporte une dose de complexité que je n'apprécie pas, que j'ai du mal à m'y faire avec ça, et je préférerais juste dodge. Et pourquoi est-ce que je préfère Returnal à Saros ? C'est justement pour tout ça, parce que Returnal, aussi difficile soit-il, parce que c'est quand même un jeu exigeant aussi sur le temps que tu dois avoir pour investir dedans, parce qu'une run de Returnal, c'est 2 heures. Voilà, au moins 2 heures, une run, et quand tu perds ta run de Returnal, bah t'as les boules. Mais il avait une proposition plus marquée, plus expressif. C'est un jeu beaucoup plus expressif, plus pur aussi dans ses mécaniques de gameplay, de bullet hell, d'esquive et de roguelike, plus que de roguelite. Là où Saros est vraiment dans la dynamique roguelite, avec à chaque fois tu vas devenir de plus en plus fort parce que tu maîtrises les environnements, mais on va te booster tes statistiques à chaque fois pour que tu puisses à un moment ou un autre finir par passer ce qui t'est demandé, quand bien même tu sois vraiment un gros naze manette en main. Et c'est quelque chose qui m'a pas plu, en plus de faire très redite avec Returnal, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir Returnal avec une moustache. et j'ai fait, mais en fait, j'ai déjà fait Returnal. J'ai pas besoin de faire un nouveau Returnal. Et je me suis rendu compte que, non, ça ne me va pas d'avoir attendu 6 ans pour une suite à Returnal. Sachant que Returnal était une expérience qui pouvait se suffire à elle-même et qu'il n'y avait pas besoin de faire autre chose avec Returnal, si ce n'est éventuellement un remaster, tu vois, ou un remake, un de ces 4. Là, pourquoi pas, j'aurais pas été contre, avec des options de quality of life un jour. Mais là, vraiment, le jeu m'est tombé des mains. Je comprends qu'il y ait des gens qui, en tant que premier jeu, tombent totalement dedans parce que c'est très bien. Mais quand tu as déjà fait Returnal, je ne peux pas m'empêcher de comparer avec cette expérience incroyable, parce que ça reste malgré tout un de mes jeux préférés de la génération PS5. C'est pas très compliqué, tu me diras, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Mais non, là vraiment, Saros, je peux pas. Ça ne matche pas avec moi, ça colle pas. Je préfère largement Returnal. Est-ce que tu penses que si t'avais pas joué à Returnal, Saros, tu l'aurais... Je pense, ouais. Et encore, je sais pas, parce que là, je vous critique juste sur le gameplay pur, mais alors la surcouche... Returnal avait le bon sens d'être cryptique. Alors on critique, si on veut, le côté cryptique, etc. sur l'histoire, ça fait faussement intelligent, mais au moins il savait fermer sa gueule. C'est-à-dire qu'il parlait pas, et c'était très bien. Saros peut pas s'empêcher d'être ultra bavard, et c'est chiant, c'est pas un jeu qui mérite d'être bavard. Je crois que ça, c'est un problème, encore une fois, c'est le problème global des jeux Sony. Ils sont trop bavards là où il n'y a pas forcément besoin d'être bavard. T'as pas besoin de tout expliquer tout le lore du jeu avec juste les dialogues. Tu peux le faire par le gameplay, par la narration visuelle. Returnal aurait pu être plus direct sur certains points, même si vraiment faut pas avoir un bac plus 6 en littérature pour pouvoir comprendre Returnal. C'est très basique et très simple ce qu'il se passe. Si tu suis ce qui est montré et ce qui est raconté, tu comprends tout à fait ce qui se passe dans Returnal. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui puissent faire des critiques en mode j'ai rien pipé à l'histoire, machin, et c'est logique. Disons qu'un Housemarque aurait pu être plus direct, tu vois. Là, ils sont pas plus directs. Le jeu de Saros reste très cryptique dans son histoire, mais il est très bavard. Et un jeu cryptique bavard, c'est rempli de mecs et d'audiologues et de PNJ, parce qu'il y a plein de PNJ qui te racontent leur vie, te racontent des trucs qui n'ont aucun sens parce que c'est cryptique, on veut que ce reste cryptique, mais du coup qui parlent trop. Et ça, pareil, ça me fait décrocher. Je peux pas. Je comprends qu'il y a une vague entité avec Premier, donc une espèce de robot machin qui te raconte sa vie. Mais frérot, ta gueule, je m'en fous. Laisse-moi jouer. En fait, je suis là pour avoir des séquences de bullet hell pures, de gameplay pur, de réaction pure, et je trouve que c'est incompatible avec les mécaniques de roguelite qui ont été rajoutées et incompatible avec les mécaniques scénarisantes qui ont été rajoutées derrière. C'est un ensemble de trucs qui, malheureusement, Saros, je suis désolé, ça m'est tombé des mains, et je suis le premier attristé parce que j'ai vraiment très envie de l'aimer et que Returnal, je l'ai adoré. Mais ça matche pas, ça colle pas, j'y arrive pas, je lui ai préféré Returnal, et si vous avez aimé Saros et que vous n'avez pas fait Returnal, je vous invite à essayer Returnal. Il se trouve à pas cher, il est sur PC aussi, donc très sincèrement je suis très 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 grosse déception de Saros vis-à-vis de mon côté. Et entre lui et Ghost of Yotei, ça m'a rappelé que j'en ai plein le cul des jeux occidentaux en fait.
pour moi, il y a un truc, il y a une rupture qui a été faite quelque part. Je ne peux plus faire des trucs qui tendent à la standardisation, qui tendent au lissage global des jeux vidéo, ou peut-être de manière plus ciblée. PlayStation a perdu la magie sur ses exclusivités first party. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas pour rien qu'ils veulent les ramener à la maison. Ouais, il y a un truc, ça colle plus. Vous êtes incapable de faire des jeux services qui tiennent la route, et visiblement vous avez perdu la recette des jeux solo narratifs. Je peux pas. Je peux pas. Bah tant pis, écoutez, c'est pas grave. Ouais, il y a une sensation de génération sacrifiée là. La génération PlayStation 5, à part quelques petites lueurs d'espoir à droite à gauche, elle est vraiment. La prochaine lueur d'espoir, c'est The Prophet Intergalactic, je sais pas quoi, le prochain jeu de Naughty Dog. Enfin, le prochaine lueur d'espoir, c'est même pas à eux, c'est GTA. Ça, on sait que ça va flasher, quoi. Mais c'est terrible de devoir attendre le jeu de la décennie pour ça va flasher. On n'arrête pas de dire il y a tel jeu qu'on attend, ça va être génial, il y a des trailers, ils sont géniaux, etc. T'imagines juste. Imagine, le jeu, il sort, le GTA 6, et il fait le même effet qu'une bonne partie de jeux qui sortent en ce moment, c'est-à-dire qu'on attendait tellement, et finalement, ce n'est pas forcément au niveau d'attente. Par exemple, c'est bien, mais c'est pas plus bien que bien. Là, oui, je vois ce que tu veux dire, mais l'histoire de GTA 6 sera bien écrite. C'est un avis, on va dire, Rockstar écrit très bien leurs histoires. C'est juste une vision blasée de la possibilité tout à fait probable. Le jeu, il va sortir, il sera bien, il fera plein de ventes, mais il sera pas aussi exceptionnel que ce que t'aurais aimé qu'il soit. Mais imagine. Je t'avoue qu'il soit plus qu'un jeu qui va me faire une bonne campagne et que je serai très content. À part guérir le cancer, je vois pas ce qu'il peut faire. Mais je veux dire, moi, quand je suis en mode j'attends un jeu, ce que j'attends de ce jeu-là, c'est surtout de ressentir le moment de hype total quand tu joues, en mode bonheur quand tu joues. Si je peux me permettre. Permets-toi, vas-y. La plupart des gens, c'est pas sur le scénario qu'ils attendent GTA 6. Ce qu'ils attendent GTA 6, c'est que ça soit le jeu de leur vie. C'est-à-dire que c'est un jeu qui tous les jours. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Pas, oui. Mais ils attendent de GTA 6, la plupart, attention, que ça soit le jeu qui va les tenir de sa sortie, avec le online après. Puis il devrait pas tarder à arriver, parce que vu comment c'est une imprimante à habiller le précédent, ils vont vite le sortir. Mais ils attendent que ça soit le jeu qui, 2026, 2036, tu vois. Il y aura, pour certains, ça sera un tunnel. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui se disent ouais, je vais m'acheter un jeu, je vais y jouer pendant 10 ans. Il y a des gens pour qui GTA et GTA Online, ça va être un tunnel, et c'est tant mieux pour eux, et c'est le kiff, et je suis d'accord, mais peut-être que c'est... faut pas confondre les attentes de ceux-là et les attentes en général. Je vois pas trop ce que ça va changer, tu vois. Ce sera un bon jeu qui va pas poser de nouveaux standards, étant donné que personne ne peut suivre Rockstar. Sinon, depuis Red Dead 2, il y aurait des nouveaux standards. On les aurait, les PNJ qui coupent correctement leur bouffe dans les assiettes. Aux dernières nouvelles, je l'ai pas revu. Donc, non. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, il va remplir sa mission de ceux qui l'attendaient pour son histoire. Je les imagine mal être déçus parce que Rockstar a des très bons écrivains. Moi, l'histoire de Red Dead 2, les émotions, les petites larmes. GTA 5, l'histoire, elle était trop bien. Tu remontes. Avant, c'était trop bien aussi. Alors les gens changent, je sais, hein, mais. Juste moi, là, ce que je veux, je sais pas s'il faut que je dise que je veux préciser ça, mais c'est juste refaire le même impact 2 fois, c'est extrêmement difficile. Donc on sait que le GTA 5, il était exceptionnel par son impact qu'il a fait sur les gens. Les gens, ils ont kiffé. Le processus du jeu, ils ont trouvé ça kiffant comme pas possible. C'est pour ça qu'ils jouent encore à ce jeu-là des années et des années après. C'est comme Skyrim un petit peu, c'est-à-dire que c'était suffisamment libérateur, suffisamment... il y avait suffisamment d'endorphines qui venaient avec le jeu. Malheureusement, ça veut pas dire que le GTA 6 arrivera à recréer les mêmes sensations. C'est même pas... le succès, le jeu c'est un jeu à succès, machin, tout ça. Non, c'est la question, comment est-ce que chaque joueur en particulier, est-ce qu'il va se sentir sous ce shoot-là de hype et de satisfaction quand il va y jouer. Pour moi, c'est ça en fait qui décide si le jeu il est bien ou pas. Il peut être genre primé, tout ce que tu veux, mais si moi je joue et que je m'emmerde dessus, oui. C'est que c'est
c'est raté quelque part. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Oui. Donc pour moi, la question c'est est-ce que le GTA 6, peu importe à quel point il est attendu, est-ce qu'il saura recréer cette sensation de... Moi, je pense que par nature, oui, parce que le dernier GTA est sorti en 2013. Justement, pour moi, t'es forcément... Parce que là, parmi le problème qu'on a évoqué dans il y a 10 ans, tu n'étais pas pareil. Oui, je sais. Donc les conditions de réussite ne seront pas les mêmes. Dans tout ce qu'on soulignait dans le podcast, c'était la répétition des mêmes expériences en permanence. Là, effectivement, admettons, ça soit juste GTA 5 en mieux. Ça fait 10 ans. Ça fait longtemps que j'ai oublié, tu vois, et que rien que les améliorations qu'ils auront pu apporter seront, moi, personnellement, me ravir. Mais bon, on entre sur un autre thème. Je suis pas fini. Hein. Oui, désolé. Parce que du coup, moi je suis parti sur d'autres jeux, j'en ai plein d'autres, mais je vais me les garder pour de prochains podcasts. Il y en a un que je voudrais parler un petit peu plus parce que il est un peu raccord avec Saros justement et cette frustration que j'ai ressentie avec Saros. Je ne pensais pas que dans un Zelda-like, j'avais besoin d'avoir une touche de bullet hell et de shoot 'em up. Ce pourquoi j'ai lancé, je n'ai même pas lancé pour ça, mais c'est ce que j'ai découvert au hasard, Mini Shoot Adventure, que j'ai terminé, ça va peut-être faire plaisir à Théogal sur le Discord, et que j'ai adoré. C'est un des meilleurs jeux de 2025, je crois qu'il est sorti en 2025, et que c'est un peu une honte qu'il n'ait jamais été primé au Game Award ou quoi que ce soit, parce que vraiment c'est un excellent jeu. 2024, ouais. C'était un des meilleurs jeux de 2024 sur GameRank, sur... Comment il s'appelle déjà le... GamerRank Open Critic. Ouais, parce que GamerRank c'est un YouTuber. Ouais, sur Open Critic, c'était un des jeux les mieux notés de 2024. Et c'est un Zelda-like en vue de dessus, sauf que tu contrôles un vaisseau spatial dans une plaine normale contre d'autres petits vaisseaux qui vont te tirer dessus avec des petits bouboules. Et c'est un jeu qui se joue comme un manic shooter avec un twin stick shooter, dans lequel tu vas avoir un stick gauche. Tu gères les déplacements, stick droit, tu tires sur les adversaires dans les directions que tu veux. Et tu as des systèmes d'amélioration d'armes, tu as des systèmes d'évolution de ton personnage avec les niveaux. Et surtout, c'est Zelda dans la mesure où tu vas aller devoir chercher des artefacts, etc. dans différents donjons. Tu as un système de donjons que tu vas devoir faire évoluer, tu as des petites énigmes à faire, etc. Un petit lore un peu cryptique, un petit peu sympathique, etc. Ça se boucle en 6 heures en ligne droite, un petit peu plus de 10 heures si tu veux faire le 100%. C'était parfait. De bout en bout, il y a de la difficulté, il y a des émotions, il y a de l'amélioration de ton personnage. Non, franchement, et puis en plus, vous avez vu, c'est français. la seule inconnue que j'ai pas, parce que j'ai, mais que il faut que je. Est-ce que les deux mecs qui ont fait ça, est-ce que c'est des anciens de chez Ubisoft? Ça ferait la boucle bouclée. Je suis pas sûr, ils viennent de Toulouse. Soul Game Studio, les deux personnes. Qui ont fait ce jeu-là. Et franchement, je vous le recommande. C'est pas un jeu qui doit coûter très très cher. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, voilà. Ouais, deux cousins français basés à Toulouse depuis 2011, Argle et QO, donc fait par deux personnes. Et franchement, c'est un jeu qui marche bien, les musiques sont belles, ça bouge bien. C'est un jeu qui met bien en avant aussi la communauté, parce que si vous rencontrez des bugs, etc., vous avez accès directement au Discord pour discuter avec eux, pour pouvoir améliorer des trucs sur le jeu. Sur le Steam Deck, c'était impeccable de le faire tout sur le Steam Deck pendant que j'avais ma gastro, oui, parce qu'il y a eu aussi un épisode. C'est pourquoi en fait il y a eu 2 mois de battement avec les beaux-parents, certes, mais il y a eu un enchaînement de maladies, donc une véritable gastro. Voilà, c'est pas un fake cette fois. Cette fois c'était vrai, tu vois, c'est comme on a crié au loup. On a crié au loup, et cette fois il y avait vraiment le loup. Et là ils vont plus nous croire, c'est trop tard. Et ça m'a bien aidé à me remettre de ma maladie le soir quand il faisait 35 degrés de nuit. Donc franchement je vous le recommande, Mini Shoot Adventure, c'est sur Steam, et je crois même que c'est sur Switch. Je crois qu'il est pas cher. Combien est-ce que vous le trouvez actuellement sur Steam? Là je le vois à 15 €. 15 € sans réduction particulière. Vous me wishlistez ça, et dès que vous avez des réductions, même là maintenant ça s'achète, ça vaut largement le coup, mais dès qu'il y a des réductions, etc., vous y allez. C'est quoi le nom déjà? Mini Shoot Adventure. Ouais. Nous il est dans le Steam Family, d'autre manière. Alors attends, parce que tu m'as dit que sur la Sta était il y est pas, j'ai vérifié. Ah, je suis un peu ronchon là. Il est sur Game Pass. Il était. Alors moi je l'ai fait où? Parce que je l'avais fait. Mais je crois que j'avais eu un code GOG. Aïe. Désolé. C'est pas grave. Désolé pour ce Lasta. Mais
pour Minishoot. En tout cas, je vous invite à aller regarder si vous aimez Zelda et que vous aimez les bullet hell, parce que les boss, c'est des phases de bullet hell où vous allez devoir tirer vos lasers sur les boss et esquiver des milliards de petites boboules en positionnant votre hitbox du mieux que vous pouvez entre les petites boboules qui sont hyper dangereuses. Eh bien, c'est peut-être quelque chose qui est fait pour vous. Voilà à quoi j'ai joué ces derniers temps. Il y a plein d'autres choses, mais je me les réserve pour le prochain podcast parce que d'ici là, il y aura d'autres jeux en plus. Je suis en train de regarder le calendrier. Le jeu que je me fais en ce moment, j'ai pas le droit de vous le dire, et la semaine prochaine ou la semaine d'après, je pourrais pas vous en parler non plus. Ah. Oh bah génial, monsieur la star. Je vois qu'on a des accès, hein. Voilà. Et ben, si vous avez d'autres choses à rajouter, est-ce que c'est le dernier moment? Vous voulez un petit mot de la fin? Eh bien, à la prochaine fois. À la prochaine fois. Oui. Et cette fois, à pas dans 3 mois. À pas dans 3 mois. Bah, cette fois, promis, juré, craché. 3 months later. Mais arrête de dire quand. Pourquoi tu t'en déperches comme ça? Voilà, maintenant on est obligé de leur dire une date. Bah, est-ce qu'on maintient le rythme comme avant une fois toutes les 2 semaines Si on garde ce format, ouais. Ça se fait toutes les semaines si on garde ce format. Parce qu'en sachant que du coup. Cavalier, toi. Bah, disons que là, on a eu un arc assez long parce qu'on a parlé de plein de jeux, mais si on prend en compte que ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, le podcast prochain sera fatalement, très certainement, plus court. Oui. Donc oui, pour nous en termes de charge, ça sera moins long. Et bon, par contre, du coup, c'est vrai que fatalement, vous aurez plus des podcasts de 1h30, quoi. Bon, moi, ce sera les montages toutes les semaines. Eh oui. Bon, allez, peut-être qu'on va garder le rythme de toutes les 2 semaines si on veut avoir des choses à dire. On verra. On verra. Nous, on se donne une date et on verra si on a assez de trucs à dire. Si effectivement on n'a rien à dire et que le podcast dure 10 minutes. On va juste se dire à bientôt. Non, mais là, moi je sais pourquoi elle. C'est pas le montage. Parce qu'elle a pas d'autres jeux. C'est qu'elle va devoir jouer à d'autres jeux. Et il va falloir qu'elle mette en pause Tomodachi Life. Il va falloir qu'elle lâche. Mais lâche-le. Lâche-le. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de fin. T'es censé y jouer 30 minutes par jour. Nintendo, ils envoient des mails carrément, ça les inquiète. Bah, c'est tout le temps que je peux mettre dans du jeu vidéo en ce moment, ok? Bah écoute, tu nous feras les potins de Tomodachi Life cette semaine sur l'île. Allez, on vous embrasse, à la prochaine. Ciao. Ciao.